un jour, arrive la première cliente. Et puis, vers 7h30 du soir, boum, le premier ordre, il est arrivé. Et 2002, les futurs. Quand on examine le modèle de market maker, se pose tout de suite une question un petit peu presque d'éthique, d'une certaine manière, quoi. Et alors, eux, c'était vraiment des arnaqueurs, quoi. Ils plumaient les gens, quoi. Chaque jour, je remets des billes sur la table. Chaque jour, je reprends des risques. Chaque jour, je prends des baffes. Il avait 900 000. Et je crois en 5 semaines, il a fait passer le compte à 5 millions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Self Invest Talk, le podcast qui donne la parole aux figures incontournables du monde du trading. Donc, je suis Raphaël Leblanc, le directeur France du courtier en bourse WH Self Invest. Et donc, chaque mois, je vous propose une rencontre avec une personnalité du monde du trading, des traders, des experts, des acteurs clés de ce monde de la finance. Et donc pour ce premier épisode, je suis très heureux, voire assez fier de recevoir quelqu'un de très spécial. C'est Pascal Hirtz, donc le cofondateur de WH Self Invest. Donc ensemble, on va voir la naissance de Self Invest, son modèle économique, les valeurs qui l'animent depuis plus de 25 ans. Et donc on va voir pendant à peu près 1 heure tout cela. Donc si vous êtes si vous avez envie de découvrir un petit peu l'envers du décor des brokers, pourquoi est-ce que Self Invest a été créé, comment est-ce qu'il a conquis ses premiers clients, ce qui fait son succès en Europe, et ben vous allez avoir plein d'informations des coulisses un peu de Self Invest. Donc que vous soyez trader, passionné de finance, que vous soyez un investisseur juste curieux de savoir un peu comment fonctionne le monde du trading, restez bien jusqu'au bout. Vous allez, cet épisode va vous donner plein de clés, de valeurs, et puis peut-être aussi l'envie de rejoindre l'aventure avec Self Invest. Donc Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on va parler tout ça ensemble, sans langue de bois, mais avant tout, une question simple. Comment est née l'idée de créer Self Invest ? Bonjour Raphaël, alors je peux faire la réponse rapide, moyenne ou longue. On va prendre moyenne si tu veux. Moyenne. En gros, j'étais à Paris. J'ai rencontré mon associé Wouter Warmoes, le W de WH. On travaillait ensemble dans un cabinet de consultants. Et on s'est mis à trader les varans à travers le Minitel et par téléphone. Donc là, on se retrouve, on est vers 1995-97. Ok. Donc on est ensemble, on se met à trader les varans parce que Wouter, mon associé, il avait travaillé chez JP Morgan. Ok. Et il avait fait un MBA à London Business School. Mm-hmm. Et moi, j'avais aussi fait un MBA à London Business School, mais 2 ans avant lui. Ok. Et donc, moi, j'étais plutôt, on va dire, un ingénieur de formation. Et j'aimais donc les maths. Et le trading des varans, ça m'a ouvert les yeux. Okay. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Et tous les deux, on avait un peu au fond de nous une envie d'autonomie, de créer quelque chose pour nous. Et comme on avait ce plaisir commun à faire de la négociation sur les marchés financiers à travers ces varans, eh bien, on s'est dit que pourquoi pas faire un broker pan-européen. Pan-européen. Mais à l'époque, c'était vraiment les tout débuts de l'Internet. Donc, on s'imaginait une grande salle avec comme un call center, quoi. Ok. Tu vois. Et donc, on s'est mis à travailler sur, on va dire, ce projet, quoi. Ok. Ça, c'est d'où est venue l'idée. On n'avait pas encore le nom, etc. Mais disons, l'idée de commencer ensemble et de créer une compagnie dans ce secteur, c'est venu de ces circonstances, quoi. Ok. Et vous aviez déjà créé le nom WH Self Invest ? Non, pas du tout. Non, le nom, c'est venu quand d'abord on a créé la compagnie en août 1998.
Et la compagnie s'appelait Warmoes, ça c'est le nom de famille de mon associé, Hirtz SA. Ok. Ouais. Et la compagnie étant créée, alors bon, au début, quand on a commencé la compagnie, on avait une offre, on avait trouvé un clearer, comme on appelle dans le métier, c'est-à-dire une société qui va exécuter les ordres pour nos clients. Ok. Et c'était comment dirais-je, US Clearing, ça s'appelait. C'était aux États-Unis. Et c'était donc pour faire action-option américaine. D'accord. Donc nous, notre première offre, c'était action-option américaine. Ok. Et en construisant en mettant en place, si tu veux, notre organisation, on a commencé tout petit, hein, à un moment, il fallait trouver un nom un peu plus commercial. Et Wouter a inventé WH Self-Invest. Ok. Et rapidement, notre régulateur nous a, pour ainsi dire, demandé de choisir. On ne pouvait pas rester avec Warmoes Hirtz SA et puis être partout vu comme WH Self-Invest. Ok. Donc, on a abandonné on a changé de nom pour la société. Warmoes Hirtz, c'est parti. Et puis, on a fait que le nom, ça soit la marque. Et donc, ça c'est vers 1900, fin 98 ou début 99. À peu près, quoi. Bien. Et justement, ce US Clearer, comment vous l'avez rencontré? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à le convaincre de vous faire confiance? Alors, la première chose, c'est un jour, j'ai vu un article dans Fortune, les plus grands discount, ça s'appelait Discount Brokers américains. C'était donc c'est un magazine américain sur la finance, etc. Et là, il y avait une liste avec un tableau. Et moi, j'avais terminé avec, on va dire, le job, la société avec laquelle on travaillait, Wouter et moi. Et donc, j'ai contacté à l'époque avec le fax. Avec le fax, j'ai contacté en fait ces compagnies. Et alors, il y en a qui n'ont pas répondu, mais il y en a quand même 4 ou 5 qui ont répondu. Alors, on a organisé un voyage à New York et on est allé en avril, je dirais que c'était en avril 97. Ah, ok. Avant de créer la société. Oui, la société n'existait pas encore. On est allé à New York. Et je me rappellerai toujours, un des brokers, il y avait des grands brokers, il y avait des plus petits brokers, quoi. Et un des petits brokers, il nous a reçus. C'était le matin à New York. Donc pour lui, c'était l'ouverture du marché. Donc il était occupé. Et il avait comme une salle de marché avec des courtiers qui prenaient des ordres, on va dire, par téléphone. Ouais. Et il nous a reçus. Hi guys, hi. À l'américaine, direct. Voilà mon bureau. Il nous a donné une liste de noms. Voilà mes contacts. Et puis on est resté là pendant 4 heures. Et on a fait les appels téléphoniques. On a pris des rendez-vous pour les jours qui suivaient. Et on est resté là-bas à peu près un peu moins qu'une semaine. Et on a eu, en gros, les rendez-vous qui ont fait qu'à l'issue des discussions, paf, on avait trouvé notre clearer pour commencer, quoi. Tu vois ? Donc, nous, notre approche, c'était juste, ça nous plaît comme activité, l'activité d'être un courtier, ça nous plaît. On a des bonnes formations, on va dire, on est des gens sérieux. Et on connaît pas grand-chose et on voudrait faire connaissance et peut-être en vue de développer, de créer un courtier pan-européen dans la foulée, quoi. Et ça, les gens, ils étaient ouverts. Ça leur coûtait pas grand-chose. Parler un petit peu avec nous, c'était rien, quoi. Et puis les gens, ils étaient assez... ils voient des jeunes arriver, ils ont envie de les aider, quoi. Donc on a parlé avec différentes firmes et puis à la fin, on avait ce US Clearing. Et puis, l'été qui suivait, on est retourné. On a fait la sélection, en fait. Je crois qu'on pouvait sélectionner deux ou trois. On a fait la sélection sur celui-là.
Et puis on s'est lancé. Après, avant de vraiment commencer, il fallait avoir la licence. Ça a mis presque une année pour avoir la licence, quoi. Donc on va dire mi-97 jusqu'à peut-être le printemps 98, il fallait attendre la licence, quoi. Donc la licence de la part du régulateur, quoi. D'accord. Donc la licence que vous avez choisie, c'est celle du Luxembourg. Ouais. Donc c'est là où vous avez décidé de vous d'installer votre siège. Ouais. Il y avait une raison particulière d'avoir choisi ce pays plutôt que, je sais pas, la France, parce que pour rappel, toi tu es d'origine de Strasbourg. Strasbourg. Et Wouter, lui, il est origine belge. Ouais, il est flamand. Ouais, il est de Anvers. Anvers, donc c'est un flamand. Son père, il était, comment dire, il avait une usine pour faire des machines pour la climatisation, mais pour des usines, tu vois. Donc ils avaient un peu dans les gènes, il avait un peu des gènes d'entrepreneur, quoi. Et mon père, il était architecte indépendant, pas d'employé, rien du tout seul, il était indépendant. Mais mon grand-père, il était commerçant à Strasbourg, il était commerçant et donc épicier. Donc peut-être on a un peu de commerce dans le sang, tu vois. Et donc il y avait trois choix. Ouais. Il y avait trois choix. Zurich, le Luxembourg, Londres. Parce que on voulait des places qui sont un peu réputées comme financières, parce qu'on n'avait pas une vision, on va faire le marché français. Wouter, en tant que Belge, lui, les Hollandais, les Anglais, les Français, les Allemands, pour un pays comme ça, il va pas faire le marché belge, juste le marché belge. Oui. Et puis moi aussi, ça me paraissait logique de faire tout de suite un peu plus que juste la France, quoi. Okay. Et au bout du compte, les Suisses, c'était hyper cher. Il fallait quasiment, si je me rappelle bien, un statut pratiquement comme une banque. Il fallait vraiment beaucoup de capital pour commencer. Les Anglais, moins de capital, mais mais très cher. Londres, bien sûr, très cher, toujours, pour s'installer à Londres, c'est très cher. Et Luxembourg, il fallait un capital, mais c'était plus accessible. Le niveau de capital qu'il fallait mettre sur la table pour créer la société, quoi. Et la femme à Wouter, elle était avocate, une jeune avocate, et alors elle nous a aidés à obtenir la licence, qui est, comme j'ai dit, c'était un combat qui a duré. Il fallait plusieurs essais avant d'arriver à... Et à l'époque, on va dire le patron de la CSSF, donc ça c'est la commission de surveillance du secteur financier, c'était en fait le chef de la banque centrale du Luxembourg. Parce qu'il y avait encore la banque centrale à l'époque. C'était 2 ans avant, ou 1 an avant l'euro. Et donc, il fallait convaincre cette personne qu'on était des gens sérieux, etc. Donc, il a fallu faire un rendez-vous, tout un dossier, etc. Et les gens nous ont fait confiance. Alors, on a pu commencer. Ouais. Donc, vous avez démarré avec option action américaine ou américaine. Ouais. Donc, c'est comme ça que vous avez vu vos premiers clients. Ouais. Donc, ça a démarré où? Vous avez démarré avec la France, l'Allemagne, vous avez... Alors, à l'époque, donc nous, on s'est installé à Luxembourg, on a loué un bureau, on s'est installé, et puis on a commencé à faire de la publicité, et on avait notre budget, c'est-à-dire le capital qu'il fallait mettre pour commencer la compagnie, ça c'était grosso modo notre budget. On était 2, et grosso modo, on a fait un peu de la pub, le Financial Times par exemple, dans les journaux belges, dans des journaux français, mais on ne pouvait pas tout de suite commencer, on est juste 2. Il fallait aussi, ça nous a pris aussi un bout de temps pour installer parce qu'on était dépendant de cette firme aux États-Unis, mais eux, ils nous avaient montré lors de notre passage, tiens, regardez, on a quelque chose à vous montrer. Ils avaient un site internet de passation d'ordre. Donc on a pu un peu construire notre site et le côté passation d'ordre un petit peu avec leur aide. Tu vois, donc ça c'était pas mal. Et un jour arrive la première cliente. Et à l'époque, on pouvait encore déposer des sous au Luxembourg. Pour le côté, nous, c'était pas ça notre point numéro 1, c'était le fait d'accéder au marché américain. Et donc, c'était une cliente française. Elle était venue en voiture.
Elle est venue ouvrir le compte chez nous. Elle est allée à la banque, qui était notre banque dépositaire. Elle a déposé des sous. Et puis, vers 7h30 du soir, boum, le premier ordre, il est arrivé. On était tout prêts. Les systèmes, tout était en place. Boum, le premier ordre est arrivé. Et puis, c'était le premier ordre, quoi. Je me rappelle, c'était, je crois, juin. Je ne vais pas dire des bêtises, mais juin 99. Juin 99, quoi. Le premier, trade, quoi. Tu te rappelles sur quoi? C'était une action, une option? Non, c'était une action. C'était une action. Okay. Ouais. Et après, on a enchaîné. Et on était comme un carrefour au bas de, Luxembourg, c'est comme sur une colline, quoi. Donc on était au bas, là. Et puis on avait sur nos fenêtres, on avait le prix, je me rappelle, 22, je sais plus comment c'est, $22 par. Mais bon, c'était les gens là-bas, ils connaissaient pas trop les actions US. Et à travers une banque, c'était parcours du combattant pour acheter une action US, quoi. Oui, d'accord. Donc, on avait beaucoup d'intérêt de différents types de clientèle. Hein. Les Hollandais, ils adorent les options. Donc, pour eux, c'était fantastique. Les Belges, ils ont quand même beaucoup d'épargne, les Belges. Ils ne se font pas taxer sur les plus-values, donc pour eux, c'est intéressant. Les Français aussi étaient intéressés. Et les Allemands, mais on n'a pas fait, on a attaqué le marché allemand un peu plus tard, vraiment. Ok. Ouais. Donc d'abord, on a commencé vraiment avec Benelux et France, quoi. Et pour resituer, Self-Invest aujourd'hui, donc 27 ans après, ouais. C'est un courtier qui est indépendant. Oui. C'est-à-dire que vous êtes toujours, Wouter et toi, ouais. les fondateurs et les dirigeants de la société. Ouais. Les parts de la société vous appartiennent. Ouais. Vous n'avez jamais fait de levée de fonds, donc vous êtes vraiment resté indépendant. On a fait une levée de fonds. Vous avez fait une levée de fonds? En l'an 2000. Ok. Mais on a fait une levée de fonds. On a eu 2 fonds. C'était 2 fonds. C'était de l'argent, on va dire, de peut-être propriétaires d'entreprises belges ou non, pas hollandais, mais belges, quoi. Okay. Donc, ils avaient constitué un fonds et ils investissaient un peu dans des jeunes compagnies comme ça, quoi. Donc, on a levé des fonds, mais on a résisté pour ne pas les employer, dans le sens où on était en plein dans le début 2000, enfin fin 2000, enfin, c'était un peu... on a résisté un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'était plus trop convaincus. Bon. Alors du coup, on ne voulait pas dépendre de eux, donc on a trouvé un arrangement, et puis ils se sont retirés, on leur a payé un intérêt quand même sur leur capital qu'ils avaient investi chez nous, mais on a repris notre indépendance, et du coup, on a, pour ainsi dire, on a accéléré après qu'ils soient partis. Oui, ok. Donc, on a, d'une certaine manière, on avait un peu... peut-être qu'on s'était trompé. Mais bon, ils étaient quand même... C'était des gens bien, tout ça. Bon, ils étaient là 2-3 ans dans le capital, quoi. Okay. Et puis après, on s'est séparés, quoi, avec un deal, quoi. Ok. Donc pour rester complètement libre, c'était ça l'objectif en fait de ce côté indépendant, c'est de pouvoir être libre d'agir comme vous le souhaitez. Ouais, c'est-à-dire que bon, moi je me rappelle, je suis allé voir un ancien professeur d'économie à London Business School, Ken Simmons. C'était il était déjà un petit peu vieux à l'époque, mais plein de sagesse et plein de... Et alors, j'étais allé le voir après qu'on ait commencé le projet. On n'avait pas encore créé la compagnie, mais je suis allé le voir, quoi. Et puis, on a discuté un petit peu, quoi. Alors, je lui ai dit, je commençais une compagnie avec un copain, tout ça. Et... Alors, il m'a dit, Pascal, tu empruntes à personne d'autre que ta famille, et tu fais tout pour pouvoir les rembourser, etc.
Mais en gros, le message c'était ne pas ouvrir le capital. Gardez le capital pour vous. Et essayer de rester maître chez soi, quoi. Ça, c'était l'idée, quoi. Et d'une certaine manière, on a suivi un peu cette idée, quoi. C'est-à-dire qu'après, on avait quand même... on n'était pas, on va dire, comme nos grands concurrents ou cotés en bourse, etc. Donc, on faisait avec nos moyens, etc. Mais on faisait des choses de qualité et on avait une croissance quand même intéressante et on nourrissait notre croissance par nos profits. Donc, on était profitable relativement rapidement. Et alors, on réinvestissait tout dans la compagnie pour payer les campagnes de pub, le marketing, et puis petit à petit un peu aller dans les pays autour de Luxembourg, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, très intéressant. Ouais. Et donc après, votre offre, elle a évolué avec le temps. Vous avez commencé à proposer donc des futurs, des CFD, des actions. Là récemment, on a ouvert le PEA. Donc exact, c'est devenu vraiment, il y a une espèce de volonté d'avoir quelque chose de ultra diversifié. C'est-à-dire que en fait, on est en contact avec une certaine clientèle qui sont des gens comme toi et moi, donc des particuliers. Ils sont intéressés par la finance, par les marchés financiers, par le côté investissement, quand même beaucoup le côté trading. Ce sont des gens, ils ont, comment dire, quand même un peu de... peut-être les enfants sont déjà, comment dire, indépendants. Ils ont peut-être, je sais pas moi, un petit appartement quelque part. Ils possèdent leur propre, on va dire, bien immobilier. Alors ils ont un petit peu font une bonne carrière dans leur métier, etc. Ils ont un peu on va dire, d'argent de côté. Alors ils veulent investir une petite partie, pas trop, sinon ils se font taper dessus sur les doigts par leur femme. Mais ils vont investir un petit peu dans les marchés financiers, quoi. Et je dois dire qu'au début, quand on a commencé, par exemple, on a commencé donc avec le US Clearing, et puis après, comme on avait commencé avec le site web de passation d'ordre, commençait au même moment des plateformes. Donc, à un moment, on a été en contact avec un autre courtier, mais qui lui avait une très belle plateforme qui s'appelait Elite. Elite. Et c'est-à-dire, en gros, il y avait des graphiques, il y avait le carnet d'ordre, déjà, pour trader les actions du Nasdaq, de New York Stock Exchange. Et on a enchaîné donc avec le côté, comment dire, plateforme donc plus moderne. Le US Clearing, c'était toujours un petit peu à côté. Et 2002, les futurs. Ça, c'est quand même... ça arrivait rapidement, quand même. Ouais, donc 2002, donc tu vois, juin 99, le premier trade. Et alors, maintenant, 2002, on commence on va dire, les futurs, quoi. Et les futurs, c'était aussi beaucoup de... En fait, ce qui se passait, c'est que pour les actions américaines, il y a une loi qui est sortie aux États-Unis, ou un règlement, qui demandait à ce que les particuliers aient au moins 30 000 $ pour pouvoir faire du day trading. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? La plupart des gens, beaucoup de gens n'avaient pas les 30 000 $. Donc, ça les a coincés. Et nous, on avait des clients, des comptes qui étaient, on appelle ça fully disclosed, c'est-à-dire, ils étaient littéralement ouverts chez US Clearing, tu vois, et nous, on était comme une sorte on était le courtier, parce que les autres, ils parlaient pas français, etc. Et c'était nous qui gérions nos clients, mais ils connaissaient l'identité du client. Et après, à partir justement on va dire la deuxième relation qu'on a eue après, et notamment quand on a eu les premières plateformes, la relation elle avait changé. C'était le concept omnibus account, un compte omnibus, c'est-à-dire le clearer aux États-Unis, il connaît pas l'identité du client et on trade à travers, on ouvre un compte, on trade dans ce compte, tous les ordres vont dans ce compte et après eux ils distribuent dans une sorte d'arborescence de sous-comptes, mais ils connaissent pas l'identité vraiment du client, quoi. Tu vois, donc ça c'était un modèle différent. Et puis
les futurs, c'était ce même modèle aussi. Donc, Ok. d'un point de vue d'organisation, maintenant, on commençait à bien savoir gérer cet aspect des choses. Ouais. Ok. Et donc après 2002 les futurs et puis quelques années après donc les CFD. Donc là il y a eu un peu l'essor un peu du trading en Oui. France notamment Ouais. avec l'arrivée des CFD qui Tout était à un fait. produit beaucoup plus spécialisé pour Tout à fait. Ouais. l'investissement on va dire pour les particuliers Ouais. pour plein de raisons mais notamment parce que les tailles de position étaient plus faibles Ouais. et Ouais. donc plus adaptées quand on a plusieurs fait. centaines Ouais. milliers d'euros à investir. Tout à fait. Ouais. Dans ce modèle CFD, vous avez fait quelque chose qui se distingue beaucoup de la concurrence, Mhm. c'est que vous avez eu un modèle qui n'était pas un modèle de market making, c'est-à-dire que c'est pas vous qui faisiez le prix, c'est pas vous Ouais. qui gériez la contrepartie. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer avec tes mots déjà ce que c'est ce type d'exécution? C'est-à-dire que j'achète, je suis pas un market maker, je suis quoi? Et puis Ok. où l'ordre va? Donc, ok, nous, bon, là, il faut revenir sur qu'est-ce qu'on est, mais d'un point de vue pas légal, Ouais, mais juridique. réglementaire. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on est? Alors, on a demandé à notre régulateur local, la CSSF, une licence de courtier, une licence de commissionnaire et une licence de gestionnaire. Donc, courtier et commissionnaire, courtier, ça veut dire je réceptionne, je transmets pour exécution. Commissionnaire, ça veut dire je réceptionne et je peux même aussi exécuter moi-même. Et aussi, j'ai le droit de garder l'argent du client sur un compte que j'ai ouvert auprès d'une banque. Donc, je suis responsable de la sécurité de l'argent du client. Tu vois? Et gestionnaire, c'est gestionnaire. Et ce dont on parle là, market maker, c'est une autre licence. C'est une licence comment dire, gestion pour compte propre, et je ne me rappelle plus le terme exact, mais en gros, faiseur de prix, quoi. Quelqu'un qui est capable, marché, oui. ouais, quelqu'un qui permet la négociation avec son propre argent. Ok. Nous, on est un transmetteur, on reçoit l'ordre, on le transmet. C'est pour ça que je parle le mot clearer, que ce soit pour les CFD ou pour les actions ou pour les futurs, il y a toujours un clearer, quoi. Et le clearer, c'est, par exemple, si on prend les actions, les options, les futurs, c'est un membre d'une bourse. Donc, il est membre de la bourse. Et donc, on ouvre un compte chez lui et lui, il exécute les ordres pour nous, nos clients, etc. Donc, nous, comme on est de ce modèle de transmetteur d'ordre, eh bien, notre revenu, c'est essentiellement la commission. Donc, le clearer nous charge pour chaque exécution un certain coût, et nous, on charge au client une certaine commission, et l'un moins l'autre, ça fait le revenu de la société, quoi. Donc, on n'a pas de licence pour faire nous-mêmes un prix et devenir market maker. Et donc, on reste dans ce qu'on était depuis le début, c'est-à-dire courtier, fondamentalement courtier. Tu vois. Et donc, de ce fait, on a des intérêts qui sont alignés en fait avec celui de nos clients, puisque pour nous, un client qui est bon, un client qui dure, un client qui s'améliore dans son trading, c'est positif, puisque justement il va durer et donc grosso modo il sera client plus longtemps avec nous. Tu vois. Quand on examine le modèle de market maker, se pose tout de suite une question un petit peu de presque d'éthique d'une certaine manière, quoi. Ouais. C'est-à-dire dans le modèle market maker, comme je l'ai compris, hein, nous on le pratique pas, mais comme j'ai entendu en parlant avec peut-être des collègues de l'industrie, etc. Ouais. Un client se présente, le market maker identifie dans les premiers trades le client comme est-ce qu'il est bon, il est moyen, il est mauvais. Et s'il est mauvais, la probabilité la plus grande, c'est qu'il va perdre. Dans ce cas-là, il reçoit l'ordre du client
Mais au lieu de le transmettre, soit à l'exécuteur, que ce soit... là, on parle du cadre des CFD, quoi. Donc, à la compagnie qui va exécuter les ordres, c'est peut-être eux-mêmes. Bon. Au lieu de transmettre l'ordre pour exécution, il va en fait se mettre en contrepartie de la transaction, et donc le client va faire le trade contre lui et pas contre quelque chose en relation avec le marché. Et du coup, il a un risque, parce que maintenant, il a une position qui est ouverte, et sauf qu'il a fait ses statistiques, et il sait que l'autre, il a tendance à perdre. Et donc, au bout du compte, l'autre perd, et du coup, lui capture un profit. Okay. Et donc, eux, on va dire, c'est market makers. Et alors, il y a eu toute une vague aussi de market makers qui venaient de l'étranger, on va dire, et qui n'étaient pas correctement régulés par les régulateurs européens, français, etc. Et alors, eux, c'était vraiment des arnaqueurs, quoi. Comment dire, ils plumaient les gens, quoi. Ils faisaient ça ils voyaient une masse de gens, les gens mettaient, je sais pas moi, 5 000 € sur le compte. Pour eux, c'était 5 000 de profit. Parce que tôt ou tard, ils allaient le récupérer comme perte. Ouais. Tu vois, donc c'est quand même un peu un esprit un peu... un peu malsain, enfin un peu, qui montre parfois un peu d'équipe, quoi. Exactement. Après, bon, il faut penser que, par exemple, je sais pas, le Nasdaq, c'est un marché de market makers. Tu vois, et on va pas dire que le Nasdaq essaie tu vois, le Nasdaq, c'est que des market makers. C'est pas un marché centralisé où tous les ordres tombent dans un seul carnet, comme on va dire le New York Stock Exchange. Le Nasdaq, ça a toujours été une myriade, tu vois, de market makers différents. Donc tout le monde offre, bid, ask, l'offre, la demande, et puis tout ça, ça tombe dans différents carnets, mais grosso modo, tout ça, c'est une sorte d'écosystème du Nasdaq, quoi. Donc, il n'y a pas de problème à être un market maker, tu vois, fondamentalement. Mais en tout cas, nous, on n'est pas un market maker. Vous n'avez pas voulu en tout cas suivre ce modèle. Et du coup, pour nous, c'est intéressant de développer, de donner des outils, des choses comme ça aux clients, pour que le client ait on va dire pour qu'il essaie de développer des stratégies, des choses comme ça, pour, au bout du compte, essayer de perdre moins, et voire de gagner en devenant bon. Justement, pardon, en parlant d'outils, Self-Invest est quand même connu pour sa plateforme NanoTrader, qui suscite des convoitises, mais qui est une plateforme en fait qui est assez sophistiquée. Donc c'est pas une plateforme pour débutants, c'est une plateforme où il faut avoir un petit peu d'expérience ou qu'il y a un peu de motivation pour la prendre en main. Mais elle offre en tout cas des outils qui sont très très avancés. Tout à fait. Et qui permettent, moi je l'ai constaté en tant qu'investisseur, mais aussi employé. Quand je suis arrivé, je connaissais pas du tout cette plateforme, et j'ai l'impression d'avoir découvert vraiment quelque chose d'assez puissant, contrairement à toutes les plateformes où tous les brokers cherchent à avoir la plateforme la plus simple possible, où on peut passer les ordres facilement, quelque chose qui se rapproche un peu plus du casino que du trading. Et vous prenez encore à nouveau le modèle opposé, où vous ne cherchez pas à simplifier forcément les choses. Votre intérêt, c'est d'investir dans le côté outils avancés, fonctionnalités avancées, stratégie. Toi, la plateforme NanoTrader, je sais que tu l'utilises beaucoup à titre personnel, tu fais de la programmation dessus. De quoi, je veux dire, de quel outil tu es le plus fier, en fait? Est-ce que c'est cette plateforme-là dont tu es le plus fier comme outil chez Self-Invest? Certainement, certainement. Cette plateforme, elle nous a été présentée en juillet 2003. Ça faisait 1 an qu'on avait commencé les futurs en juillet 2002. En juillet 2003, on nous l'a présentée. Et là, on a fait la rencontre du créateur de NanoTrader, et qui est un ingénieur allemand. Et qui, un peu plus tard, si tu veux, cette plateforme, elle était dans les catalogues des plus grands clearers dans le monde des futurs. À l'époque, notamment en Angleterre, on va dire le clearer qu'on utilisait pour faire pour les futurs, et il avait ça. Il avait ça en catalogue, sauf que, comme il faut quand même un petit peu expliquer, etc.,
c'était pas quelque chose qui était... il n'avait pas, on va dire, des ventes phénoménales à travers les clearers, mais quand il nous a trouvés, nous, ou plutôt quand nous, on a été mis en contact avec la plateforme, et à l'époque, on cherchait justement, on avait pour les futurs une plateforme, mais qui n'avait pas de graphique. C'était une plateforme de la société PATS Systems. Okay. Il y avait le carnet d'ordre, qui était comme une révolution, hein, de voir le carnet d'ordre, de pouvoir trader d'un clic, etc. Par rapport à même la plateforme Elite, qu'on avait encore en parallèle pour les actions et options américaines, c'était comment dire, pas de système, c'était comme une révolution, quoi. Ouais. Mais il n'y avait pas le graphique. Et le grand avantage de NanoTrader, c'était que il y avait le même, on va dire, carnet d'ordre fourni par PATS, on va dire, mais associé à des graphiques, quoi. Et donc, ça, c'était révolutionnaire, on va dire. Mais en plus, il y avait une facilité pour tout ce qui était placer les ordres, gérer les positions, déplacer les ordres sur l'écran. Donc, on pouvait, d'un clic, on rentrait l'ordre à travers le carnet d'ordre, on avait l'ordre sur le graphique, et on pouvait le déplacer, on pouvait positionner des stops et des targets pour encadrer la position immédiatement. Ça, c'était le fameux trade guard, etc. Donc, ça, c'était vraiment, d'un point de vue d'usage, c'était vraiment révolutionnaire. Okay. Vraiment révolutionnaire. Et c'était vraiment agréable. C'était vraiment agréable comme outil, quoi. Vraiment agréable. Ouais. Et donc ça, c'était, je dirais, au tout début, ça, c'était quand même... Je me rappelle, on se déplaçait dans toute la France, on faisait des présentations, etc. Et les gens, quand même, on voyait que ça les impressionnait vraiment, quoi. Ouais. Ok. Et donc, aujourd'hui, les clients que vous avez chez Self-Invest, à nouveau, quelque chose qui, je trouve, distingue beaucoup Self-Invest d'autres brokers, c'est que votre clientèle, déjà, elle est relativement avancée à l'image, un petit peu d'ailleurs, de la plateforme. Et puis du courtier que vous êtes. C'est-à-dire que ceux qui arrivent sont des clients des investisseurs qui ont déjà une certaine expérience dans le trading. Il y a toujours pas mal de débutants, mais il n'y a pas que des jeunes. Vous cherchez pas a priori à faire du mass market, à aller essayer de trouver le plus de monde possible. Vous mettez à disposition donc des outils assez avancés, et donc ceux qui sont intéressés par ça sont des investisseurs qui sont plutôt avancés. C'est ça un peu le profil type d'investisseur. Oui, parce que c'est-à-dire on est quand même dans le on est en compétition. Pour exister, il faut avoir quelque chose que l'autre n'a pas. Nous, on n'a pas commencé avec des budgets monstrueux, des capitaux monstrueux, et donc on ne s'est pas positionné comme un acteur du mass market, comme tu dis, parce que mass market, il faut avoir des autres qualités. Il faut des choses le moins cher, le plus simple, le plus... il faut épurer tout, il faut... Et puis, il faut faire de la publicité vraiment en force et être partout. Tu vois, ça, c'est un modèle... On pouvait pas développer un modèle comme ça, on s'est pas développé pour aller dans ce sens, tu vois. Au contraire, on allait dans un sens plutôt la qualité, l'unicité à travers notamment la plateforme NanoTrader, et quand même compétitif avec les commissions, etc., quand même compétitif, mais pas le moins cher avec l'offre la plus générique, comme ça, la plus... non, ça c'est... Sinon, on n'aurait pas pu exister, tu vois. Et on voit d'ailleurs, par exemple, tous les gens qui sont un peu avec MetaTrader, ils ont tous MetaTrader. Comment arriver à se distinguer l'un de l'autre? Le prix. Ouais, dans ce cas, on est forcé de faire des prix de plus en plus petits jusqu'à ce qu'on soit banqueroute, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, non, nous, on a même un abonnement pour NanoTrader parce que y a beaucoup de valeur ajoutée par NanoTrader. Ouais. Et je dirais, même un débutant, il peut commencer par NanoTrader gratuit, la version gratuite, et pour pouvoir manipuler. Tu m'as demandé avant, c'est quoi l'outil, etc., qui est quand même qui me plaît le plus, etc.
Et je dirais que ça reste quand même la passation d'ordre, l'encadrement de la position automatique, un clic pour rentrer, un clic pour, comment dirais-je, convertir son ordre en un ordre suiveur, et ce genre de choses. Ça, c'est quand même, pour moi, je trouve ça flash, et ça m'éblouit encore aujourd'hui. Je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Après, il y a plein d'autres choses dans NanoTrader. Je ne sais pas si tu veux qu'on évoque d'autres... alors, on pourra le faire peut-être pour un épisode spécifique sur NanoTrader. Ouais. Je vous rappelle, Pascal, c'est une personne donc, qui est passionnée par NanoTrader, entre autres. Il a animé plein de webinaires que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Il en fait un petit peu moins maintenant, mais il vient toujours notamment au salon. Donc, il a toujours en tête de développer des stratégies, ses propres stratégies pour à lui, à titre personnel, mais aussi un petit peu pour les autres. Et du coup, par rapport peut-être à NanoTrader, mais un trader un peu expérimenté, qui a, je sais pas, 5 ans d'expérience. Ouais. Il a été chez plein de courtiers différents. Il a gagné, perdu, surtout globalement un petit peu perdu. Il s'est formé avec 2-3 personnes. Bon, il a un certain bagage. Il pense pas avoir besoin forcément de formation parce qu'il connaît plein de choses sur le trading. Il a quand même pas mal d'expérience, 5 ans. Mais le problème, c'est qu'il perd. Il continue de perdre. En tout cas, il gagne pas suffisamment. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais pour essayer d'aller à l'étape suivante? Pour toi, qu'est-ce qui manque à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à passer le cap du trading rentable? Alors, la première chose, c'est il faut arrêter les grandes pertes. Et la grande perte, ça vient soit la position elle est trop grande au départ, soit la position elle est petite, mais après on a le marché qui va contre soi et on continue d'augmenter la position et on se retrouve avec une grande position et une grande perte. Ouais. Donc la première chose, c'est éliminer les grandes pertes de son comportement. C'est très difficile, c'est un travail psychologique sur soi-même. Je recommande un livre où il y a toute une série de livres, Market Wizard, W-I-Z-A-R-D-S. C'est des livres qui datent d'une quinzaine d'années, hein, mais c'est des livres très intéressants. Il n'y a pas besoin de les lire tous, mais on voit. Chaque livre, c'est comme 5 ou 10 interviews de traders. Mais c'est des traders. Un, il est spécialisé dans le T-note futur, l'autre dans les céréales, l'autre dans le pétrole, l'autre dans les actions, l'autre dans... Ils sont spécialisés dans toutes sortes de choses. Un, il est sur le floor le parquet du Chicago Mercantile Exchange, l'autre il est à New York, l'autre il est... Il y a toute forme de type de trading, hedge funds, des banques, de ceci, de cela, des indépendants, des traders qui vivent de ça, etc. Chose intéressante, on voit que tous, ils passent par ce que tu es en train de parler, c'est-à-dire les pertes. La grande perte, les pertes. Ouais. Tous, dans leur évolution, s'ils sont dans ce livre, c'est qu'ils ont réussi. En tout cas, au moment où le livre a été écrit, ils étaient sûrement bons dans ce qu'ils faisaient au niveau du trading, quoi. Eh bien, tous, ils sont passés par cette phase. Tous, ils ont vaincu cette phase, c'est-à-dire ils ont, par la force mentale, la volonté, ils ont, comment dirais-je, réussi à se discipliner, mais aussi en parallèle, ce qu'on voit aussi dans le récit de ces gens-là, c'est que la qualité de leurs idées s'est améliorée, tu vois, en parallèle avec une sorte de travail sur soi pour essayer de se limiter, de ne pas accepter de perdre plus qu'un certain niveau. En parallèle, leur jugement s'est amélioré avec le temps. Et à un moment, ils sont passés en trading positif. Ça veut dire déjà, pour tous les gens qui écoutent, c'est possible de gagner, et c'est possible de gagner dans la durée, mais c'est très difficile. Parce que ici, on ne parle pas d'investissement, c'est-à-dire j'achète le Nasdaq au plus bas du Covid ou au plus bas de 2003 ou au plus bas de 2009, etc. Et puis je le garde sans rien faire d'autre. Ici, c'est chaque jour,
je remets des billes sur la table. Chaque jour, je reprends des risques. Chaque jour, je prends des baffes. Chaque jour, c'est comme un pêcheur qui prend sa barque et retourne sur l'eau, malgré la tempête, malgré ci, malgré ça. Et de temps en temps, il prend le risque aussi de passer à l'eau. Pourtant, à force, il maîtrise son métier et il arrive à revenir avec du poisson. Ici, d'une certaine manière, c'est un petit peu ça. C'est comme le chasseur. Je prends l'exemple du pêcheur, mais le chasseur, c'est un peu la même chose. Il y a le côté prise de risque. Ouais. C'est-à-dire, les traders, ils ont en eux une certaine aptitude à prendre des risques. Donc, sans cette prise de risque, ils ne peuvent pas être traders, de toute façon. D'accord ? Mais ils ne peuvent pas faire plein d'autres métiers s'ils n'ont pas une certaine attirance à prendre des risques. Quoi. Donc, il faut arriver à prendre des risques, mais il faut limiter, on va dire, les pertes et il faut se fixer des règles. Et il faut respecter ces règles, quoi. Et moi aussi, je me suis amusé dans les années, c'était vers 2005, à peu près comme ça. Je tradais beaucoup le DAX futur, quoi. Et je me rappelle, de chez moi au bureau, il fallait que je traverse un parc dans Luxembourg. Hein. Je me répétais à moi-même, littéralement, il n'y avait personne dans le parc, hein, c'était tôt le matin. Tu ne vas pas concéder une grande perte. Tu ne vas pas concéder une grande perte. Je m'auto-motivais, tu vois, pour ne pas concéder une grande perte, quoi. Et c'était très difficile. Et je me rappelle, un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer de gagner, quoi. D'accord ? Donc, je commence. Je crois que ça m'a mis 8 semaines avant que j'ai une semaine gagnante avec le DAX. Okay. Ça veut dire 8 semaines de perte, quoi, avant d'avoir une semaine ou 7 semaines de perte. Tu vois. Puis après, encore plusieurs semaines avant d'avoir un mois gagnant. Tu vois. C'est comme un exercice, c'est presque physique. C'est comme du ski, c'est comme de l'alpinisme, c'est comme du tennis. Il faut arriver à trouver on va dire, le bon jugement, mais tout en ayant une maîtrise de soi. Il faut surtout pas utiliser le côté combattant qui est en nous. C'est-à-dire le côté tu me gifles, je te gifle. Tu vois, ça, c'est le pire, quoi. Okay. Tu vois, donc, si on est trop sportif, si on aime trop le sport, le côté tu me donnes un coup d'épaule, paf, je t'en donne un, l'action qui suit. Ici, c'est le contraire. C'est je prends une baffe, je me recule, je réfléchis, j'accepte que j'ai pris une baffe et j'attends la prochaine opportunité. Tu comprends ? Ouais, et surtout pas, j'ai pris une baffe, je reviens tout de suite dans le match et je m'en prends une autre. Donc, c'est très difficile, mais c'est le combat d'une vie, quoi. C'est le combat de beaucoup, mais il y en a qui arrivent. Donc, ça donne l'espoir à tout le monde, mais c'est difficile, quoi. C'est difficile. Et si on reste un peu sur cette partie de ton trading à toi, de ton expérience, donc maintenant, ça fait, je sais pas, peut-être 30 ans que tu trades. Dans tes souvenirs, c'était quoi ton plus beau trade ou ton meilleur souvenir de trade ? Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que bon, à un moment, j'étais sur le desk, je prenais les appels pour la clientèle francophone, etc. Et puis avant que on avait des emplois, etc. Mais j'étais comme un peu chef du desk, tu vois. Puis après, on s'est, on a comment dire, en grandissant, alors on a dédié à d'autres personnes la responsabilité. Et puis du coup, j'étais plus dans le côté gérer un peu la compagnie, et les problèmes là, les régulateurs et tous ces trucs là. Du coup, j'ai plus le temps de trader moi-même devant la plateforme comme ça, dire je prends 1 heure et je trade. Donc ça, c'est exclu pour moi. J'ai trop de travail, submergé en permanence, trop de travail. Donc, je n'ai qu'une façon de faire, automatiser. La nano, c'est génial pour les gens qui veulent un petit peu automatiser. On peut faire l'automatisation type guérilla, c'est-à-dire je peux tout à fait très simplement combiner un indicateur de tendance que je charge comme filtre avec un type de signal que j'utilise pour entrer en position et me limiter dans le temps sur, mettons, 2 heures ou 1 heure, et avec une taille de bougie telle qu'il n'y a quand même pas trop de signaux,
pour essayer de chercher un rebond ou ce genre de choses dans un sens ou dans l'autre, et avec quand même cette indication de direction. Okay. Tu vois, et automatiser ça, c'est comme un pêcheur. Je mets une ligne, je vais vaquer à mes autres activités, je reviens, je lève ma canne à pêche et tiens, j'ai attrapé un poisson. C'est ce genre de concept. Guérilla, guet-apens, guérilla, escarmouche. Tu vois. Ou alors, plus systématique, je rentre, je ressors, plus scalping. Tu vois. Mais ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus un travail de backtesting, de sélection des signaux, de comment on gère les signaux. On peut gérer de façon différente. Et là, je dirais, pour tous les gens qui nous écoutent, un grand avantage, c'est quand même, pourquoi pas, oui, regardez, au lieu de perdre, je sais pas, 5 000 € à trader parce qu'on a trop de testostérone et pas assez de maîtrise de soi, c'est mieux d'investir 5 000 et apprenez à programmer. Donc, je dirais, un bon conseil, c'est pour devenir autonome, pour arriver à créer un outil qui traduit ce que vous voyez sur l'écran, comment le graphique se développe, etc. C'est beaucoup plus utile d'investir dans vous-même, d'apprendre par exemple à programmer. Et dans la nano, il y a un éditeur de programme, et c'est vraiment pas... C'est des choses de base en termes de programmation, c'est pas trop compliqué. Et puis on n'est que limité, puisque qu'est-ce qu'on a comme matière première, on va dire, on a ouverture, clôture, open, high, close, low, comme chiffre, hein, plus le temps, la date, le volume éventuellement, et c'est tout. Ça, c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on a à notre disposition. Et puis après, on essaie de fabriquer quelque chose. Tu vois. Donc, programmer, c'est vraiment quelque chose d'utile, notamment quand on est jeune et qu'on est... on peut s'imaginer qu'on a 10, 15, 20, 30 années devant nous. C'est un très, très bon investissement de savoir programmer. Après, chacun voit le marché différemment, mais le succès tourne toujours autour de certains principes clés. Est-ce que je peux dire quels sont ces principes ? Oui. Ouais. Suivi de tendance. Donc, être capable d'analyser un graphique et de voir qu'il y a une tendance, c'est une grande qualité. D'accord ? Et le principe, dans ce cas-là, si j'ai une tendance, je trade dans le sens de la tendance. Ça paraît tellement simple, mais pourtant, c'est la base que vous tradiez manuellement ou semi-automatiquement ou automatiquement. C'est un concept vrai, qui est vrai, démontrable, et qui est, je dirais, à utiliser. Le deuxième concept, c'est quand on voit un range, on achète en bas du range et on vend en haut du range. Le marché, il est toujours entre tendance et range. Donc, il faut savoir un petit peu agir dans les deux situations. Ouais. On préfère peut-être l'une ou l'autre, mais fondamentalement, ça, c'est des choses qui sont vraies, qu'on peut vérifier, on peut le voir sur les graphiques, vous achetez plein de livres, ça tourne toujours autour de ces concepts. Donc, il faut arriver un peu à comprendre ces concepts. Et là, il n'y a pas de mal à acheter un livre sur un livre un petit peu d'analyse technique, qui vous explique un peu les supports, les résistances, les tendances, les différents outils, des moyennes mobiles, des MACD, des choses comme ça, vous voyez, pour arriver un petit peu à structurer. Vous voyez des choses, mais pour pouvoir dire, voilà, j'ai des outils pour pouvoir maintenant déclencher des ordres, etc., quoi. Donc, il faut quand même un peu s'investir là-dedans, quoi, je dirais, quoi. Ok. Ouais. Ok, super. Et pour revenir un petit peu aux clients, tu parlais tout à l'heure de clients qui, les bons traders. Toi, parmi ceux avec lesquels tu es en contact parfois, parce que je sais que tu es encore en contact avec quelques investisseurs, il y en a qui, tu as vu, qui ont fait des performances énormes.
qu'est-ce que de quoi tu t'inspires en fait d'eux? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées qu'ils faisaient et que tu disais ça, c'est ce qu'il faut faire, il faut que j'utilise cette force-là? Ou est-ce que c'est juste de la chance, ou ils se traitent de la même manière que les autres? Qu'est-ce que tu as remarqué en fait de particulier chez eux? Alors, bon, la première chose, c'est que nous, on n'a jamais espionné nos clients. C'est-à-dire, on sait qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais on ne va pas systématiquement, si quelqu'un gagne, aller décortiquer qu'est-ce qu'il fait. Ça, on n'a jamais fait, quoi. Par contre, je dois dire, dans les 2 dernières années, j'avais le cas comme ça d'un client qui avait fait vraiment un carton. Et ça, c'était quand même intéressant. Donc, j'ai pas décortiqué en termes... Parce que lui, il faisait pas du trading intraday. Il faisait du trading du swing. On appelle ça du swing. C'est-à-dire, j'ai la position, je la garde quelques jours, voire quelques semaines. Mais lui, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait surfé sur la hausse du Nasdaq. Donc, il avait un compte CFD et il avait fait passer son compte de... il avait déjà un compte qui était pas mal. Hein. Il avait 900 000. Et je crois en 5 semaines, il a fait passer le compte à 5 millions. Ah ouais? Ouais, 5 millions. Et ça m'a quand même estomaqué. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a... Bon. Mais au bout du compte, il avait juste... Le marché était en tendance, il a exploité le fait que le marché était en tendance et donc il a renforcé. Et avec le profit qu'il réalisait, le profit, on va dire le open PNL, c'est-à-dire en jargon les profits non réalisés, il arrivait à financer l'augmentation de la taille de la position. Il arrivait à financer la marge. Donc lui, il a eu un enchaînement, on va dire, de mouvements. Il était dans le bon sens, le gars, il était smart, il était chanceux, il était compétent, et du coup, il a, comme ça, fait augmenter son compte si rapidement. Et ça m'a vraiment fasciné, quoi, de voir ça, quoi. Alors, j'avais quand même étudié comment il avait fait, etc., mais pas en termes de c'est quoi la logique qu'il a utilisée, mais plutôt comment il a fait d'un point de vue de gestion de position. Parce que ça, c'est aussi tout un domaine, parce que beaucoup de gens traitent, on va dire, par exemple, un lot sur le DAX, 2 lots sur, je sais pas moi, mini Nasdaq, enfin, quelques lots, mais toujours un peu la même position, quoi. Après, le côté j'augmente la taille de la position, c'est quand même, c'est très risqué. Oui. Faut vraiment, c'est comme un autre axe de compétences, quoi. Et lui, il avait vraiment exploité on va dire ces compétences-là. Et ça m'a donné de l'inspiration après pour moi-même, travailler sur le côté augmenter la taille de la position, quoi. Donc, mais plus en intraday. Alors, bon, avec Nano, on peut pas faire... on va dire, si facilement de l'augmentation de position. C'est assez complexe. De manière automatisée. De manière automatique, quoi. Mais bon, moi, disons, je connais bien on va dire, le créateur. Le créateur nous a vendu la plateforme et il travaille toujours pour la maintenance, le développement. On rajoute toujours on va dire, du contenu dans la plateforme et lui, il travaille toujours là-dessus, quoi. Mais donc, bon, je dirais... ça m'avait épaté. Après, pour le reste, on a des anecdotes, tu vois, on a des gens qui étaient... ils faisaient du trading tout en étant en salle de cuisine parce qu'ils avaient un restaurant et ils cuisinaient, tu sais. Et alors, je me rappelle d'un gars comme ça, un client belge, et puis il gagnait un coup, puis il perdait un coup, il gagnait un coup. Et mon associé... qui était donc aussi flamand, tous les deux ils étaient flamands, il lui avait dit Florent, il s'appelait, la prochaine fois que tu fais un profit, sors l'argent. Ça, c'est une des règles aussi, ça, c'est une des règles. Oui. Quand on fait un profit, sortez l'argent du compte, mettez-le sur un autre compte, de manière à ce que, si vous êtes en position,
vous pouvez pas appeler cet argent pour comme financer une position plus grande. Sortez l'argent. Et donc, le gars, il était donc cuistot, quelque part en Flandre. Et puis un jour, il vient dans notre bureau, et puis il dit, je te remercie. Et sur un catalogue, il avait acheté 3 appartements avec ce qu'il avait gagné. C'est vrai? Ah ouais. Et il avait pas perdu, alors qu'il était un peu un perdant chronique, tu vois. Bon, pour lui, il avait son commerce, c'était pas des grandes sommes pour lui et tout ça. Mais il avait quand même fait bien, quoi. Donc, ouais, ça c'est aussi important. Cette idée de si je gagne, je sors le gain. J'enchaîne pas à essayer de travailler avec plus, avec des tailles plus grandes. Ouais. Il vaut mieux, la taille plus grande viendra tôt ou tard, mais il vaut mieux travailler avec une taille de position avec laquelle on est à l'aise. Et après, bien sûr, les gens qui ont assisté à mes conférences se rappelleront peut-être le graphique où on voit, en gros, en abscisse, sur l'axe horizontal, on voit en fait le pourcentage de trades gagnants. Et verticalement, on a le ratio gain moyen, profit moyen sur perte moyenne. Oui. Tu vois ? Et en fait, il y a une relation entre les deux. Donc, si on travaille avec les mêmes tailles, on va dire, de position, il faut penser, grosso modo, à essayer de gagner plus que la moitié du temps. Ou alors, il faut, je dirais, changer d'optique et pourquoi pas utiliser un peu ce que moi j'utilise, multi-stop target. Oui. C'est-à-dire, en fait, je fais comme un compromis entre un trade avec un target qui est peut-être à une fois le risque, tu vois, et puis un trade en parallèle, ça marche en parallèle, avec le même stop, mais qui est suiveur aussi, mais un target qui est très loin. Et tu m'as demandé avant, est-ce que tu avais un trade, que tu te rappelais, je sais pas quoi. Je me rappelle très bien un trade. C'était justement durant le Covid, où j'avais en fait cette technique de 2 lots, 2 contrats, avec un objectif à une fois le risque et un objectif plus loin. Le marché avait tellement bougé dans la période du Covid que c'est là que j'avais fait mes meilleurs trades. J'avais gagné pour l'année, quoi. Et le contrat qui avait le plus marché, c'était le Nikkei. Je le tradais en mode automatique. Donc ça trade à partir de 2h du matin. Et j'arrête le trading à midi, quoi. Il ne peut pas prendre des ordres plus tard, quoi. Okay. Et en fait, c'est là que j'avais appris où positionner mon deuxième target. Okay. Et mon deuxième target, je l'avais positionné à 5%. Et il est toujours à 5%. Et pourquoi il est à 5% ? Parce que quand il y a des grands mouvements, c'est généralement ce genre de taille, quoi, 5%. Tu vois ? Et tu arrives à rentrer tôt avec le Nikkei, parce que, je sais pas, Trump a dit quelque chose sur le Covid. Le marché, tout de suite, il enchaîne à la baisse. Tu rentres, et là, tout le matin européen, tu as le DAX qui tombe aussi, le CAC, etc. Et tu captures tout le mouvement. Et ça, c'est parce que tu as mis ton target très loin. Et en fait, ça, je l'avais remarqué justement quelques jours plus tôt, au début du Covid, quand j'avais peut-être un target qui était peut-être, je sais pas moi, à 2%. Et je me dis, mais quel con, le marché il bouge de 5%, il faut le mettre à 5%. Tu comprends ? Capturer. Tu vois, il y a peu de fois où le marché fait des grands mouvements comme ça. Mais si tu as un target qui est comme ça, bien positionné, tu les captures. Comme récemment, au mois d'avril. Mais c'est intéressant parce que ça montre. Parfois, je trouve qu'on se fait, on fait une erreur de se dire qu'il faut trouver la bonne stratégie. Toi, tu regardes quoi comme stratégie ? Trouver toujours une stratégie. C'est vrai que c'est important, mais ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que je pense aussi, c'est que la réussite, elle tient surtout, en grande partie, de la gestion de sa position, de la gestion de ses gains, de la gestion de ses pertes. Et c'est ça qui fera vraiment la grosse différence. Parce que la stratégie, elle peut être très différente.
ça changera pas forcément. Si tu as un mauvais gestionnaire, tu peux avoir la meilleure stratégie, tu perdras. Donc c'est vrai que c'était intéressant que tu confirmes cet aspect et ce qui donne peut-être aussi un peu d'espoir, c'est-à-dire que vous êtes un investisseur, faut pas croire qu'il faut trouver la stratégie clé en main, hyper sophistiquée. Ça, c'est pas ça qui va faire de vous un trader rentable. Ce qui va faire de vous un trader rentable, c'est comment est-ce que vous allez ensuite gérer quand vous serez en position. Combien est-ce que vous allez risquer? Si vous gagnez, est-ce que vous gagnez beaucoup? Est-ce que vous gagnez peu? Quand vous perdez, est-ce que vous gagnez beaucoup? Est-ce que vous perdez peu? Et c'est ce travail-là qu'il faut faire parce que c'est peut-être le plus difficile parce que c'est beaucoup de psychologie derrière. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci Pascal pour cet échange passionnant. C'était avec plaisir. J'espère que vous, auditeurs, spectateurs, vous aurez apprécié autant que nous, on a pris du plaisir à réaliser. Donc voilà, on a parlé de Self-Invest, ses débuts, comment ça a été créé, son modèle, les valeurs humaines qu'il y a derrière, tout le service, le support et le fait que Self-Invest n'est pas un broker comme un autre. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller tester notre plateforme gratuitement. Vous pouvez trader avec des comptes de démo. Il y a le lien qui est en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre l'aventure en créant aussi un compte réel. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous ne connaissez pas, on réalise 2 vidéos par semaine de qualité avec des intervenants divers et variés. Ce type de format, il se fera une fois par mois. Donc, on va inviter le plus d'acteurs reconnus dans ce monde du trading. Merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était Self-Invest Talk, épisode 1.